Et donc, il n'y aurait pas de conflit ni avec le Japon, ni avec la Russie. Non, mais pour qu'il n'y en ait pas, il faut quand même que les pays soient d'accord en disant oui, là, nous prospérons mieux dans le cas d'une relation étroite, parce qu'on est en Asie, et que la Chine sera une économie extrêmement dynamique dans ce cadre, dans cette hypothèse, continuera à être une économie dynamique, oui. Il est clair que le Japon, qui a besoin de la Chine pour pouvoir investir et pour pouvoir, si vous voulez, faire des exportations, eh bien, il le fera. Et au lieu de payer en dollars, les relations entre la Chine et le Japon, ils se payeront en renminbi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Dans la future zone yuan, il y a aussi 3 pays avec lesquels il faut compter. La Russie, l'Inde et le Japon. Alors, on ne pourrait pas imaginer qu'un jour... C'est vous qui mettez la Russie là-dedans. Moi, je sais non, pas. vous ne croyez pas que... La Russie, vraiment, je ne sais pas. Alors, le gros problème de la Russie, comme d'autres pays, Brésil, etc., oui. ce sont les matières premières. Si on n'arrive pas à gérer les matières premières, leur évolution, si on ne crée pas un lien entre les matières premières et la devise internationale, on risque d'avoir de grosses difficultés avec les fluctuations des prix des matières premières. Une monnaie d'un pays qui dépend des matières premières fonctionne souvent en sens contraire des autres, quoi. Et donc, parce que quand les matières premières montent, ce pays tend à s'apprécier. Au contraire, ça fait de l'inflation ailleurs, ça fait baisser la monnaie des autres. Là, il y a une grosse difficulté avec un pays dont la taille de la Russie et qui en même temps n'est pas une économie industrialisée comme la Chine du tout. Et donc, dans lequel les interconnexions industrielles ne sont pas très fortes. Ces liens sont matières premières contre produits développés, industrialisés. Et donc ça, c'est pas facile. Et d'autre part, la Russie, elle a, en tant que puissance nucléaire mondiale, et puis, si vous voulez, l'antécédent d'une des 2 grandes puissances des années de la guerre froide, la Russie a des... Et puis elle est quand même aussi fortement tournée sur l'Europe. C'est quand même la plus grande partie de la population de la Russie est en Europe. La Russie, c'est un point d'interrogation de toutes les manières. Bon, alors parlons de l'Inde, qui est aussi une économie très dynamique. En plus, l'Inde, la population indienne, elle est beaucoup plus jeune que la Chine. On ne pourrait pas imaginer qu'un jour, la devise indienne prenne la dominance. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que... on sait rien, mais on peut penser que l'Inde, si elle résout ses problèmes internes qui sont gigantesques, attention, gigantesques. C'est-à-dire, c'est encore une société cloisonnée par des castes dans lesquelles la population féminine est considérée comme inférieure, etc. Enfin, il y a des problèmes de mutation sociale en Inde pour arriver à avoir un développement à la chinoise. Mais en effet, il y a des ressources humaines qui le permettraient. C'est-à-dire qu'il est possible de penser que l'Inde a 15 à 20 ans de croissance qu'on appelle à la chinoise maintenant. C'est ça, tout à fait. C'est très possible. Et d'autre part, l'Inde est en rivalité avec la Chine sur le plan politique, c'est clair. Vous avez 2 grandes... C'est pour ça que je vous ai posé la question. Ah non, mais ça, je suis... en effet... Mais si l'Inde poursuit une croissance à la chinoise durant les 10-20 prochaines années, on pourrait imaginer que la devise indienne prendra beaucoup d'ascendance. C'est pas sûr qu'une monnaie, si vous voulez, prenne de l'ascendance uniquement parce que c'est quand même un pays qui a été tellement dans l'ambiance anglo-saxonne... Où est le problème? Que son autonomie n'est pas évidente. Mais surtout, moi, je ne sais pas, je veux dire que ce que veut faire, en tout cas, le projet au bord, c'est de dire il faut devoir un projet coopératif multilatéral qui implique tous les pays qui sont sur la route. Alors, est-ce que les Indiens accepteront, considérant qu'ils sont avantage pour eux de rentrer dans ce projet sur le plan de tout ce qu'on en tire en termes économiques, quoi, plutôt que de poursuivre une rivalité telle qu'ils refusent d'y rentrer. Ça, je ne sais pas. Personne ne sait. L'avenir nous le dira. Ben oui, on peut le penser. On peut penser parce que ce projet au bord, il va se faire.
Il va se faire quoi qu'il arrive. Hein. On a assisté à un débat dernièrement à l'Assemblée nationale avec Jean-Pierre Raffarin. Qu'est-ce qu'il dit, lui, sur le projet? Il est pour le projet? Il est, bien sûr, il plaide pour le projet. Et d'ailleurs, tous les assistants, les intervenants, je ne dirais pas qu'ils plaident pour le projet. Le discours dominant, ça a été de dire que, quoi qu'il arrive, le projet au bord se fera. Oui, autant prendre le train en marche. Et puis en faire, ce qu'a dit le Premier ministre français là, lorsqu'il vient de Chine. Il revient de Chine. Ouais. C'est de dire il faut absolument en faire un projet coopératif. Coopératif, c'est ça le mot. C'est-à-dire que ça ne soit pas sous contrôle chinois intégralement. Il faut que les autres pays mettent leur part et qu'on arrive à coordonner les différentes dimensions de ce projet, les infrastructures qu'il faut faire à tel endroit, les échanges commerciaux qu'il va falloir développer sur la route. C'est ça l'intérêt, hein, c'est de développer beaucoup d'échanges, en particulier en Afrique. Que ça soit suffisamment, que tout le monde puisse y gagner sur ça. Hein. L'idée, c'est win-win, hein, que tout le monde y gagne. Si vous arrivez à faire quelque chose où tout le monde y gagne, c'est comme ça que du multilatéralisme peut exister. Une relation multipolaire, mais où tout le monde y gagne. Sinon, ça ne marche pas. Ouais. Et vous, en tant qu'économiste chevronné, éminent, est-ce que vous croyez à ce projet win-win? Je pense qu'il est possible, oui. Mais on voit bien que tout un ensemble... Alors, il y a beaucoup de choses qu'il faut évidemment surmonter. C'est des préjugés qui existent aujourd'hui des deux côtés. Il faut revenir maintenant à la politique, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'on a des conceptions de la démocratie qui ne sont pas les mêmes en Occident et en Chine. Sur les principes, nous, on pense qu'il y a des valeurs universelles, que l'Occident les a, etc., etc. La Chine ne pense pas ça du tout, et depuis toujours. Et là, ce sont des rivalités qui sont en fait des visions de l'humain, en fait, qui ne sont pas les mêmes au départ, qui remontent, disons, à nos antécédents. Nous, c'est la Grèce, hein. C'est Platon, hein, c'est Aristote. Nous, c'est Confucius. Nous, c'est Confucius, ben oui, oui, absolument. Et pourtant, Confucius a toujours prôné les valeurs humaines, universelles. Tout à fait. L'amour, la bonté, l'entraide. Ce qu'il pense, c'est que ces valeurs-là viennent, si vous voulez, du lien social, du rituel, etc. Hein. Alors que les Occidentaux pensent que l'individu existe en lui-même. Et que le marché peut suffire pour relier les individus entre eux sans qu'il y ait autre chose. Quoi. Et là, évidemment, vous tombez devant des difficultés considérables. Donc, il faut surmonter ce genre de choses pour faire du vrai multilatéralisme. C'est-à-dire qu'il faut un dialogue des cultures. Et ça, en effet, c'est pas gagné. Dialogue des cultures. C'est pas gagné. Ouais. Et vous pensez que le gouvernement Macron est prêt à coopérer ou collaborer avec la Chine dans le cadre du projet au bord à votre avis? Je connais pas ces gens-là directement, si vous voulez. Je pense que si on est rationnel et si on regarde nos intérêts à long terme, c'est toute la question qu'on revient sur cette dimension du temps. Si vous n'êtes pas sur l'horizon court, etc. Hein, et normalement, un responsable politique qui a une vision de l'Europe, il doit penser ça, parce qu'il doit penser qu'il faut construire, en effet, une puissance européenne, qu'il faut se dégager de l'orbite américaine, parce que les Américains nous abandonnent d'ailleurs. Hein. Eh bien, à ce moment-là, il a besoin, en particulier pour faire vivre l'accord de Paris, d'une coopération avec la Chine. Et d'une coopération forte et durable. Voilà. Si aujourd'hui vous étiez devant Emmanuel Macron, c'est ce que vous lui diriez? Ah oui, certainement. Dernière question. L'objectif de la Banque centrale chinoise est de maintenir la stabilité de sa monnaie. Pensez-vous qu'aujourd'hui, elle dispose de beaucoup de munitions, beaucoup d'armes monétaires pour y arriver? Oui, alors toutes les banques centrales ont évidemment cette mission, hein, parce que la monnaie, encore une fois, c'est le bien public par excellence. Hein. C'est l'institution qui nous relie tous par l'intermédiaire du paiement. Donc, si c'est un bien public, il dépend de la souveraineté.
Et ce n'est donc pas comme une marchandise, ce que croient un certain nombre d'économistes. Il faut vraiment repenser à ces choses-là. Ce qui veut dire que quand on parle de politique monétaire, il faut le prendre très au sérieux. La monnaie est politique. Donc la Banque centrale chinoise, comme les autres banques centrales, alors la stabilité, c'est quoi, justement? La stabilité, c'est d'abord la stabilité de l'unité de compte. Faire en sorte que l'on puisse compter avec une certaine prévisibilité dans la future. Exactement. Ça, c'est une première chose. Mais c'est aussi, on l'a appris à nos dépens avec la grande crise, la stabilité financière. Il faut faire en sorte que la finance soit mise sous un contrôle précis, suffisant pour éviter les dérapages, ce qu'on va parler tout à l'heure, les bulles spéculatives, etc. Les Américains n'ont pas réussi à le faire, puisqu'il y a eu la crise. Ah ben absolument, mais pour les raisons qu'ils ont eux-mêmes dérivé à partir des années 80 vers ce fameux financiarisation de l'économie. Ils ont laissé la finance prendre la place qui n'était pas la sienne, qui aurait dû être celle de la puissance publique. En Chine, ça risque pas d'arriver. La puissance publique s'impose. Ouais. Elle s'imposera toujours. C'est la nature même de l'État central chinois. Et donc, ce que je reviens, donc on en a déjà un peu parlé, mais c'est bien de revenir bien là-dessus maintenant, c'est que la politique monétaire est complexe dans un monde comme aujourd'hui, parce qu'il y a une multiplicité d'objectifs, en fait, pour maintenir justement cette cohérence de la monnaie. À la fois, donc, celle ce qu'on appelle le problème de l'inflation, c'est-à-dire faire en sorte que l'unité de compte reste vraiment la base du compte. Quoi. Voilà. La stabilité financière est très importante. Oui. Réaliser un niveau de production qui permette le plein emploi des ressources humaines et, disons, participer à, j'y reviens à ce qu'on vient de dire dans la dernière partie de l'interview, à un multilatéralisme du monde vers lequel on va nécessairement. Et donc, la Chine doit contribuer à faire avancer cette idée qu'on a besoin d'une monnaie, disons, d'un actif universel qui soit un actif de réserve pour tout le monde. Mais on en est encore très loin. Il faut combien d'années pour y arriver? 100 ans, peut-être? Non, pourquoi? Le DTS existe, le Fonds monétaire international existe. Je veux dire, c'est pas comme si... Oui, mais le DTS ne joue pas pleinement son rôle. Eh bien voilà, donc, l'institutionnalisation du DTS comme réserve, c'est un acte politique. Il n'y a pas besoin d'une préparation énorme puisqu'il existe. On sait ce qu'il faut faire, des comptes de substitution, etc. On sait ce qu'il faut faire. Et moi, j'ai un article en cours là-dessus actuellement. Mais c'est vraiment un problème politique fondamental. Et donc, la question, elle est l'interrogation sur les États-Unis. Ouais. Ben oui, tout à fait. Puisque les États-Unis de Donald Trump sortent de beaucoup d'organismes mondiaux. Le gros problème, il est là. C'est que quand vous êtes un pays hégémonique sur le plan monétaire, vous en tirez beaucoup d'avantages. Et en même temps, vous ne voulez pas coopérer. Et voilà. Dans ce cas-là, ce projet de DTS mais ça s'est passé. Mondial, non, mais ce truc-là s'est passé déjà, je veux dire, mais bon, c'est pas... La Grande-Bretagne était la devise clé. La Grande-Bretagne, après la guerre, a été affaiblie par rapport aux États-Unis de manière décisive. Mais les États-Unis n'étaient pas capables de jouer le rôle de devise clé parce qu'ils n'avaient pas du tout la conception politique, les institutions qu'il fallait. Résultat, on a eu l'entre-deux-guerres, on a eu une crise financière énorme, et puis on a eu la guerre encore. Ce qui veut dire que les rivalités qui peuvent être liées à des conflits monétaires sont également politiques. C'est dangereux. Donc, voilà, à un moment donné, je suis persuadé que les forces objectives, si j'ose dire, du mouvement des sociétés et de l'économie est telle qu'il y a réduction de la part de l'Occident en général dans la PIB mondiale, c'est normal. Alors, c'est d'ailleurs une très bonne chose, ça veut dire qu'il y a développement du monde entier. Mais s'il y a développement du monde entier, il faut avoir une régulation, il faut un niveau de régulation global. Vous voyez ? Il ne s'agit pas de remplacer, de fabriquer un État universel. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit qu'il y a et quand même Keynes avait dit ça dès Bretton Woods. Il faut éviter que
la monnaie dominante au niveau global, c'est-à-dire l'actif universel, vers lequel tout le monde se tourne quand il y a vraiment, on ne sait plus où on va, il y a incertitude, ne soit pas la dette d'un pays. C'est ça le truc. C'est-à-dire, elle soit créée directement au niveau global. Et étant donné qu'il n'y aura pas d'État universel, ça veut dire qu'il faut un accord commun entre les pays. Entre les pays. Mais ce serait un accord commun entre les pays dominants, alors? Probablement, évidemment, probablement. Mais si vous avez, c'est pour ça que je reviens à mes histoires de zones régionales, des zones régionales dynamiques, les autres accepteront. Bien sûr. Alors, vous prenez pour le multilatéralisme monétaire. Absolument. Là, c'est un objectif vers lequel, on va dire, les États devraient tendre. Mais pour revenir toujours à ma question tout à l'heure, pensez-vous que la Banque centrale chinoise dispose à court terme de suffisamment de munitions pour maintenir la stabilité monétaire? Je pense qu'elle le peut. Parce que moi, je compte sur les doigts d'une main les réserves de change. Mais les réserves de change il y a le taux directeur. Faut pas trop le toucher quand même. Et puis, le taux de réserve obligatoire. Plus la capacité qu'elle a de contrôler le crédit directement dans des situations difficiles. C'est-à-dire que les grandes banques chinoises sont des banques publiques. Et dépendent quand même de manière étroite, comme on le faisait nous en France. Je veux dire, les banques dépendaient du Trésor dans la période de l'après-guerre, dans la période où on planifiait. On avait un plan français, un plan stratégique. On avait ça. Et dans cette période-là, le financement était, si vous voulez, intégré par la puissance publique, par le Trésor. La Chine a ça par l'intermédiaire, si vous voulez, de l'importance de l'État central, qui lui-même est peu endetté, par conséquent a des moyens considérables dans des situations extrêmes de crise. Deuxièmement, la Banque centrale dispose de réserves de change considérables et d'autre part s'oriente vers une politique multilatérale avec l'idée je diversifie mes réserves et je cherche à aller vers des changes flottants vis-à-vis des autres grandes devises, de façon à donner la priorité aux objectifs internes structurels. D'accord ? Bon, et là, donc, elle a donc des moyens importants, puisqu'elle elle est le pôle principal des régulations financières. Elle a des liens directs avec les banques, les grandes banques. Et ça, c'est en plus de ses outils normaux, c'est-à-dire les taux d'intérêt et les réserves obligatoires. Plus la réserve de change. Elle a vraiment tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut.